Alors ce soir, dans ce magnifique amphithéâtre, nous allons avoir deux intervenants. Donc Philippe Courteau, chairman et CEO de Qualys, Khaled Soudani, qui est IT Infrastructure, CEO de la Société Générale Group. Donc bonsoir mesdames et messieurs, et merci de venir discuter avec Khaled et moi donc des enjeux de la sécurité. Des enjeux de la transformation donc numérique et en particulier des enjeux de la sécurité. Donc avant de passer la parole à Khaled, je voudrais revenir en l'an 1240. Donc vous vous souvenez tous que c'est l'invention de l'impression par Gutenberg. Et cette invention en fait, a eu pour effet de disséminer le savoir à une échelle beaucoup plus grande et en fait a été le moteur de la révolution industrielle à venir qui a bien sûr, comme on le sait, changé considérablement la condition humaine. Ce que l'on sait moins, c'est que quelques années plus tard, à Augsburg, en Allemagne également, qui était avec Ulm, la ville de l'imprimerie, une nouvelle invention est arrivée, qui d'ailleurs avait commencé déjà en 1441 à Venise, qui était en fait la possibilité maintenant de faire de l'illustration des livres imprimés. Ce qui s'est passé, c'est que la guilde des travailleurs sculpteurs du bois ont fait tout pour essayer d'empêcher cette invention. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur que cette invention allait en fait éliminer leur job. En fait, on se rend compte que c'est exactement l'inverse qui s'est produit, puisque maintenant on pouvait imprimer à des quantités beaucoup plus grandes et donc une diffusion beaucoup plus grande. Eh bien, quel était l'instrument pour imprimer ces illustrations ? C'était carvé, je ne sais pas comment ça se dit en fait en français, c'était gravé sur bois et ensuite on imprime. Donc si on continue dans le temps, en suivant, vous vous souvenez. Ici, vous reconnaissez donc Nicolas Copernic, qui avait en fait, en observant les astres, découvert que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, que c'était en fait l'inverse, autrement dit l'héliocentricité. Et très sagement, à sa mort en 1543, à 70 ans, eh bien, il avait fait en sorte que sa publication allait être publiée après sa mort. Et pourquoi ? Parce qu'il craignait bien évidemment que sa vie aurait été en danger. 50 années plus tard, comme vous le savez, Galiléo a repris le travail de Copernic et d'ailleurs avec quelques prêtres a essayé de convaincre l'Église catholique que c'était effectivement que Copernic avait raison et que la Terre tournait bien autour du Soleil. Le résultat pratique, en 1633, l'Inquisition l'a forcé à abjurer sa découverte ou sa publication et l'a mis en maison d'arrêt jusqu'à sa mort, qui a eu lieu 7 ans plus tard, à l'âge de 77 ans. Donc vous voyez où je veux en venir. On continue plus loin. Lyon, en 1331. Vous reconnaissez le métier à tisser jacquard. Et la même chose s'est produite. Lyon était la capitale de la soie à cette époque. Et les ouvriers qui étaient donc, vous voyez ces métiers en fait à tisser comme challengeant leur job. Et ils se sont révoltés en essayant de détruire ces équipements. On peut continuer, c'est l'histoire un peu de l'humanité. Et donc on peut continuer, on va maintenant en 2012 à San Francisco. Et bien là, vous me retrouvez en train d'essayer de convaincre environ une dizaine de milliers d'acteurs de la sécurité qu'en fait que le cloud, qui à cette époque-là était vu comme quelque chose dans les nuages, qu'on ne comprenait pas, qui était dangereuse, était en fait un phénomène très important et qu'il fallait en fait mettre nos efforts pour le sécuriser. Et que cette sécurisation devait prendre un tour très différent de la sécurisation de nos réseaux. En fait,
je développais 3 thèmes. Le premier thème, c'est de dire qu'il faut regarder le cloud non pas comme on le voyait en fait à l'époque, c'est-à-dire quelque chose où il y a des serveurs dans le cloud qui sont gérés par des sociétés et on n'a aucun contrôle dessus, de voir le cloud comme une architecture. Et ça, je crois que c'est un phénomène, c'est un élément important. L'architecture cloud, si vous regardez ce qui s'est passé dans le computing, on a eu les mainframes qui distribuaient la puissance de calcul d'une manière pas très efficace, c'était vraiment pour les riches. Ensuite, on a réussi, grâce à la technologie, à les comprimer, et c'est devenu les mini-ordinateurs, comme maintenant on pouvait mettre dans les labos. Mais ce n'était pas suffisant encore pour distribuer la puissance de calcul aux mortels que nous sommes. Et c'est venu le client-server qui, en fait, distribuait cette puissance de calcul à toutes les personnes qui avaient un PC connecté à travers le réseau à des serveurs. Donc, le cloud, c'est avant tout une architecture qui permet de distribuer la puissance de calcul à l'échelle de la planète, si vous y réfléchissez. Qu'est-ce que c'est, cette architecture ? Ce sont des data centers qui peuvent être chez quelqu'un ou hébergés chez vous, qui ont en fait une puissance de calcul infinie, qui sont très fractales. Autrement dit, c'est comme on cherche la puissance de calcul, c'est les mêmes machines. On n'a pas cette complexité du network. Vous avez des machines de type très différents. On a des capacités de stockage infinies. Les communications se font à l'échelle de la planète à travers l'Internet, qui, comme vous le savez, vous amène partout maintenant. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ? Des devices, dont j'ai oublié comment ça se dit en fait en français, excusez-moi, qui peuvent être un peu tout. Des PC, bien évidemment, des mobiles, des sondes, l'Internet des objets. Et c'est fondamentalement cette architecture. Donc cette architecture à l'heure actuelle, elle est bien évidemment essentielle à distribuer cette puissance de calcul et du fait à changer les business. Donc le deuxième point que je voulais faire, c'est qu'en fait, cette architecture nous donne une opportunité très importante plutôt que de résister à la montée inéluctable du cloud, plutôt d'essayer de l'accompagner et de réfléchir à comment bâtir la sécurité à l'intérieur de cette architecture elle-même. Plutôt que de faire comme on l'a fait, comme vous le savez tous, et on prend ces briques de sécurité qu'on rajoute, qu'on essaye de... Il faut les manager, il faut les installer, il faut les faire communiquer. Tout ça, c'est un travail absolument de titan et ça ne fait pas le travail, comme on le sait, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, en fait, à sécuriser. Et c'est pour ça qu'on voit les attaques que nous connaissons qui, malheureusement, n'arrêtent pas de défiler. Et donc, en repensant cette sécurité, on pouvait bien évidemment, à ce moment-là, donc réduire la complexité, réduire les coûts. Et d'une manière encore plus importante, au lieu d'être un frein à la digestion numérique de notre entreprise, de devenir un participant avec les métiers, en apportant nos compétences de sécurité pour bâtir cette sécurité à l'intérieur de cette fabrique. Donc, voilà le message que j'essaie de faire passer, très honnêtement. Je crois que je n'ai pas convaincu beaucoup de personnes, mais heureusement, nous n'étions pas à l'époque de l'Église catholique romaine et je n'ai pas été mis en maison d'arrêt. Donc, avant de passer la parole en fait à Khaled, je voudrais vous parler de ma gamine. Et vous allez voir pourquoi. C'est ma gamine, elle s'appelle Evia, E-V-V-I-A. C'est l'île en Grèce où Zeus s'est marié avec Héra. En fait, vous la voyez ici, sur une plage, en fait, sur le Big Island à Hawaï, en train de faire de la publicité Qualis. Mais enfin, c'est pas pour ça que je parle. Il y a environ 10 jours, cette petite gamine me dit « Papa, tu sais, tu m'avais dit que on prenait l'ADN des épinards et qu'on en faisait maintenant des cellules du cœur humain. » Ah ben je lui dis, Evia, oui, tu as absolument raison, effectivement, tu as une bonne mémoire, tu l'as bien retenu. Mais tu sais, j'ai un essai à faire pour la fin de la semaine à l'école. Elle est à l'école franco-en fait américaine à San Francisco.
Ben, je lui dis, ben, c'est très bien, ben, écoute, ben, fais ton essai, va sur Internet, fais ta recherche, etc. Ben, la gamine, elle est partie toute seule, je ne l'ai absolument pas aidée, et elle a fait sa recherche sur Internet, et voilà le résultat de son travail. Et je vous engage à aller faire comme elle, d'aller fondamentalement sur Internet, googler, et vous allez voir toute cette information. C'est absolument sidérant. La raison pour laquelle ils prennent l'ADN des épinards, c'est parce que les épinards ont une capacité de création vasculaire qui est extrêmement très bien faite. Et donc, du coup, ça leur permet de modifier donc, la cellule humaine pour lui donner des capacités vasculaires beaucoup plus grandes, qui, du coup, permet la réparation du cœur dans le cas d'une crise cardiaque. Donc, ce que je dois dire, c'est que Evija, et c'est le point ce que je veux faire, Evija n'est pas un génie. C'est une fille intelligente, c'est une fille qui est très studieuse. Toutes ces gamines sont pareilles. Elle fait partie de la génération de l'iPad, que je l'appelle. Quand elle avait 3 ans, je lui donnais en fait un iPad. Et cet iPad, au lieu de jouer, c'est peut-être parce que c'est une fille plutôt qu'un garçon qui aime tout bousculer et tout détruire, comme on le sait, en fait, elle a appris à apprendre. Le monde était tout ouvert à elle, toute petite. Et toutes ses copines à l'école sont pareilles. Donc en fait, ce que l'on voit ici, c'est clairement cet Internet, c'est en fait la même analogie, et c'est pour ça que j'ai choisi l'imprimerie, Gutenberg. Là maintenant, c'est une transmission du savoir à l'échelle de la planète, où des milliards de personnes maintenant ont accès à la connaissance, à la réflexion. Et tout ça, on rentre à l'heure actuelle dans une période d'accélération, de confluence de nouvelles technologies qui est absolument faramineuse. Et on le voit déjà. Et vous voyez les progrès qu'on met donc dans la génétique. Je ne sais pas si vous le savez, on a été capable maintenant de modifier le DNA, l'ADN d'un fœtus humain. Ça a été fait il y a quelques mois. L'intelligence artificielle, le cloning, je dis quelquefois en fait avec Evija. Evija, en 2025, toi et moi, on va partir sur Mars, coloniser la planète. Donc, ces technologies qui arrivent vont considérablement changer la nature humaine. C'est très difficile de prévoir comment. Personne, au début de la révolution en fait, industrielle, ne pouvait prévoir les changements que ça crée. Mais on est vraiment, le train, en fait, il est parti. Et le point fondamentalement que je voulais faire, c'est de revenir maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire que nous avons cette opportunité de vraiment comprendre que le cloud, c'est une révolution vraiment profonde et que c'est à nous, qui avons l'expertise de la sécurité, de travailler ensemble pour bâtir cette sécurité à l'intérieur. Comme les Américains disent, to build security in au lieu de bolting on. Et c'est avec ça que je suis très heureux d'introduire Khaled Soudani, qui est en fait le Chief Operating Officer des infrastructures IT à la Société Générale et qui est en fait la personne qui dirige cette transformation en fait, numérique de la Société Générale. Avec ça, Khaled. Voilà. Merci. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content et honoré d'être là, ici, d'avoir l'opportunité de partager avec vous des réflexions et des constats que j'ai eus de par mon poste aujourd'hui à la Société Générale et que je voulais partager avec vous et en fin de mon intervention, pouvoir répondre à vos questions avec Philippe. Tout d'abord, je voulais poser un contexte. Tout le monde connaît Philippe, mais je vais quand même me présenter pour interagir avec ça tout à l'heure pendant mon intervention. Je suis ingénieur télécom de formation. J'ai commencé mon parcours avec 2 amis, 2 partenaires, par monter une société de services dans le monde de la banque assurance. J'ai commencé à intervenir dans plusieurs banques et la Société Générale était mon 4e ou 5e client et je ne l'ai plus quitté depuis. Ça fait 20 ans, je sais, c'est un peu long, mais c'est une autre histoire. Dans ce contexte, et du coup sur ces 20 dernières années, j'ai eu la chance de gérer des infrastructures IT et de l'IT de façon générale sur plusieurs sous-jacents.
le monde du hosting, qui devient de plus en plus un monde cloud aujourd'hui, le monde des télécoms, le monde des market data, des middleware, ainsi de suite. Il y a un autre axe qui m'a permis d'avoir une vision différente, qui a un axe géographique. J'ai eu l'opportunité de travailler à Londres, en Angleterre, j'ai eu l'opportunité de travailler à Tokyo, au Japon. Je me suis installé à Singapour pour gérer la partie Asie-Pacifique et Australie sur les infrastructures IT. Et ça m'a permis de voir les choses d'une manière différente, surtout en éloignant des head office des grosses entreprises. Après un break, j'ai participé à réfléchir et puis à monter ce qu'on appelle aujourd'hui un shared service center d'infrastructure IT du groupe et qui gère ces services-là, y compris la sécurité. Donc, quel est le lien de tout ça avec notre sujet d'aujourd'hui et la manière d'opérer la sécurité dans un monde de transformation digitale? L'histoire a commencé, le constat et la réflexion a commencé à la rencontre de deux programmes. Un programme sur la sécurité de la manière classique dont on gère, qu'on s'est dit il y a quelques années, regardant plutôt la manière de couvrir les risques majeurs. Les risques majeurs d'un groupe comme le nôtre aujourd'hui, ça tourne autour de la fraude interne, de la fraude externe, de l'indisponibilité des systèmes d'information et la fuite d'informations. Donc on a lancé avec les équipes, et je vois ici des personnes présentes qui ont participé, il y a aussi une vision externe, et on a lancé des programmes de sécurité pour adresser ces risques-là. Donc le programme avance depuis 2-3 ans, je vais y revenir. Il y a un an, dans le contexte de changement qu'on connaît, nous avons lancé une ambition, un programme qui s'appelle GTS 2020, GTS pour Group Technology Services, les infras du groupe, et on s'est dit comment on allait opérer d'ici 3-4 ans. Quelle est l'ambition, quelle est la voie et le chemin à suivre. Donc on a commencé par regarder le marché, on a fait intervenir plusieurs centaines de personnes, en externe, en interne, et ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, mais si j'avais à schématiser, l'ambition c'est de créer à l'intérieur du groupe ce qu'est un AWS pour le groupe Amazon. Donc cette plateforme ouverte dans laquelle on ouvre nos services en interne et à nos clients externes et pour avancer dans ce sens-là. Qui dit plateforme ouverte dit quoi finalement? Une plateforme basée sur le cloud mais du cloud at scale. Une sécurité seamless et by design, j'y reviendrai à ce point important. Une orientation data. Un monde où le workplace, l'environnement de l'utilisateur est smart. Et finalement, tout ça dans un monde où on travaille autrement et on travaille d'une manière agile. La rencontre de ces deux programmes-là a commencé à nous poser des réflexions et c'est là on a commencé à avoir des difficultés, on était obligé de les adresser différemment. Le premier point, le premier constat, c'est la nécessité absolue de changer la manière de gouverner la sécurité dans un monde de transformation digitale. Je vais prendre un exemple. Donc, au moment où on a lancé le premier programme, un projet lambda, puisque ce programme-là, il y a à peu près plus d'une centaine de projets concomitants. Un programme lambda, un projet lambda commence par un assessment technique. Donc, il doit passer dans une gouvernance avec une validation technique. Il fait un pas, un dossier d'architecture, une validation d'architecture. Il fait un autre pas, une validation opérationnelle technique. Un autre pas, une validation de management et ainsi de suite. Cette gouvernance, qui a fait son temps, qui a bien marché, qui nous a couvert jusqu'à aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre ont été couvertes et bien protégées, commence à être d'une manière orthogonale avec la gouvernance du monde agile qu'on est en train de mettre en place. Nous avons cette gouvernance à droite et nous avons à gauche des équipes, des feature teams qui travaillent sur cycle court, qui travaillent sur un cycle de sprint, qui doivent livrer rapidement. Et ils ne peuvent pas attendre ce type de gouvernance. Donc, dans l'écosystème de la gestion et du management de la sécurité et des infras, nous avons acté à avancer ensemble pour changer ce modèle de gouvernance, pour s'adapter et le rendre compatible avec le monde agile. Donc, premier constat, dans ce monde de transition digitale, il faut repenser la gouvernance de la sécurité. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte que la posture de nous tous, en tant qu'acteurs du monde de la sécurité, elle doit changer. Je porte un œil externe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas
né dans le monde de la sécurité, je ne suis pas quelqu'un de la maison comme la plupart d'entre vous, dans la famille sécurité, je me permets de porter un œil externe, toujours bienveillant, s'il y a une critique, elle sera toujours critique constructive. Cette posture, elle devait naturellement changer. Pourquoi elle devait changer? Parce que la posture je dois être en mode arbitre, je dois être en mode un peu, entre guillemets, au bon sens du terme, juge, donner une vision sur les sécurités à prendre ou pas prendre, devient difficile à tenir dans une gouvernance donnée, difficile à tenir quand on pousse d'un autre côté la délégation, la prise de décision au plus proche du terrain, au plus proche du besoin. On fait délégation, on doit changer de posture. Et dans ce monde-là, depuis 3 ans, dans ce genre de programme et de projet, le mot qui revient le plus, c'est le mot de co-construction. Au départ, c'est une posture, je dois co-construire. Mais en fait, ça ne peut pas tenir comme une posture, il faut passer de la posture à l'action. Il faut co-construire au plus proche du besoin et itérer. Et c'est ensemble que les acteurs du monde de la sécurité doivent ensemble prendre des risques, itérer pour améliorer et diminuer le risque résiduel dans un contexte qui dépend, ça dépend de son business, de la criticité de son business, de la criticité des données avec lesquelles on traite. Donc, il y avait un autre mouvement qu'on a lancé ensemble dans cette communauté qui est le changement de la posture des différents acteurs. Une fois qu'on a fait ça, on a vu qu'il y a une autre évolution qui s'impose à nous dans cette transformation digitale, qui est l'évolution des compétences. Et cette évolution des compétences qui s'impose aux acteurs qui livrent, que ce soit la production IT, et qui baignent et qui ont besoin des acteurs de la sécurité, va s'imposer à l'écosystème des acteurs de la sécurité. Je vais prendre un exemple. On faisait de la sécurité dans les infrastructures avec une vision et avec des acteurs qui ont certains skills. Aujourd'hui, les membres des infras, dans un groupe comme le nôtre, ou qui avaient entre 5 et 10% de développeurs, ont passé à 35, 40, 45% de gens qui développent et qui codent et scriptent et sortent des API. Les skills des gens qui travaillent dans les systèmes d'écosystèmes de sécurité doivent changer pour prendre en compte au moins un vernis, voire des compétences poussées dans le monde développement et la sécurisation au développement, y compris les infras, sachant qu'on vient d'un monde où on était plutôt dans la vision du château fort et on passe dans un monde où on sécurise les applis et les données. Donc, un axe de développement qui est important à prendre en compte. Le deuxième, c'est l'urbanisation et l'architecture. Aujourd'hui, les clients sont en train, peu ou prou, après ça dépend de leur vitesse d'avancement et de progression sur cet axe, dans ce monde qui change, sont en train de monter des plateformes. Et qui dit plateforme, dit, et je pense que Philippe en a parlé, repenser l'architecture, repenser l'urbanisation de la manière dont on offre ces services-là. Et ça, c'est clé. Et du coup, revoir la manière d'architecture, y compris sa sécurité dans ces solutions. Et le dernier point, c'est les compétences soft. On ne se réveille pas un matin et on se dit on va travailler dans un monde agile comme ça. Il y a des compétences, il y a des manières, des ways of working, des ways of interaction, des manières d'interagir et de travailler avec les autres qui deviennent différentes parce que les objectifs deviennent de plus en plus collectifs et on peut les produire ces solutions et produits uniquement par équipe et par axe collectif. Et enfin, quand on parle plateforme, quand on parle monde ouvert, open, quand on parle API, il y a une question qui se porte, on s'est posé la question sur la manière dont on livrait ces solutions de sécurité. Si je prends il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le type de projet qu'on entend dans l'écosystème sécurité, c'était IAM, PKI, log, ainsi de suite. Aujourd'hui, on entend les mêmes termes, sauf qu'ils sont PKI as a service, IAM as a service, log as a service. Et la vision, en tout cas l'orientation qu'on a prise aujourd'hui chez nous, c'est la création et la prolifération de ce qu'on appelle les dev factories. On a commencé à créer de partout des dev factories qui permettent de reprendre les solutions et les productions de solutions, y compris l'axe sécurité, dans ces dev factories, en mettant autour de soi toutes les compétences. La problématique qu'on a et qu'on aura, et aujourd'hui nous sommes aux assises de la sécurité, il suffit de faire un tour et regarder le nombre d'acteurs et le nombre de solutions et de produits. Et ça, c'est une réflexion personnelle que j'ai vue. Il se trouve que étant ingénieur télécom de formation, je l'ai vu dans le monde des télécoms. À un moment ou à un autre,
il devra y avoir une manière de consolidation de ce marché. Et je pense que les acteurs qui s'en sortiront le mieux, qui en tireront mieux, se tireront mieux dans ces affaires, sont les acteurs qui savent se mettre à la place de ceux qui essaient de monter des plateformes. Comment j'intègre dans ma solution, dans cette architecture d'ensemble, pour que quelqu'un d'autre, un client, il faut toujours écouter son client, et arrive à le packager pour l'exposer. Et du coup, ces solutions-là de sécurité vont induire, ce besoin des clients va induire d'une manière ou d'une autre une consolidation de ces marchés. Et je pense que ça va tourner autour de ça. Le changement de paradigme de la sécurité dans un monde où il y a une transition digitale, ça va passer par un changement de gouvernance, par un changement de posture, par un changement de compétences et l'acquisition de nouvelles compétences pour pouvoir y aller, et enfin par un impact sur le marché d'ensemble. Et avant de terminer, je vais oser un parallélisme. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pris un break, c'était en 2011, et au fait, ce n'était pas réellement un break. J'avais vécu une autre révolution. Ce n'était pas une révolution digitale à ce moment-là. Je suis tunisien de naissance et en 2011, il y avait la révolution du jasmin en Tunisie et du coup, j'ai été appelé, j'ai participé pendant 2011 au sein d'un ministère, c'était le ministère du Transport et de l'Équipement, à participer à un gouvernement de gestion le temps qu'on arrive à des élections. Et au fait, dans une révolution, on se trouve, comme aujourd'hui dans la révolution digitale, un peu confronté à un contexte où on perd un peu ses repères. Tout change autour de soi. Le matin, quand on se lève pour aller travailler, on peut avoir peur pour sa vie. Les positions, les acteurs, tout ça change, c'est un paradigme autre. Et si j'ai appris quelque chose dans ce monde-là, c'est la gouvernance telle quelle dans un monde qui change ne tient pas. C'est ce que je disais aux gens qui travaillaient autour de moi, à mes équipes qui étaient habitués à l'administration classique, l'administration en temps de révolution. Il faut beaucoup de choses à changer. La posture, être plus proche, surtout c'est une révélation qui vient des jeunes, être plus proche. Et même j'avais dit interdiction à mes équipes de mettre la cravate, au fait, en y allant, parce que les gens qui venaient, c'est une révolution qui vient d'acteurs qui ne trouvaient pas de place dans un marché de l'emploi. C'est la compétence des gens, comment agir d'une manière efficace et rapide et oser. Parce que la seule manière de changer, c'est dans l'action. Dans un monde qui change, la seule manière de changer, c'est d'agir. Et je pense que si petit à petit, on répète à nos équipes dans notre écosystème l'importance de changer sur ces axes-là, on y arrivera. Et j'oserais un dernier mot de la fin, c'est que dans les deux, c'était une question de survie. Et même ici, aujourd'hui, je pense que c'est une question de survie. Merci, et je vais prendre vos questions avec Philippe. Merci. Bonjour, je suis Benoît Fuseau de la CASDEN. En fait, aujourd'hui, moi, j'adore ces sujets. Je suis comme vous, j'essaye de pousser ces sujets-là. Et j'aimerais bien savoir maintenant, avec 3 ans de recul, quel est le constat ? Est-ce que vous sentez vraiment que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a vraiment changé la vision des équipes ? Tout le monde parle de sprint, on se parle de ces méthodes agiles, mais est-ce que c'est vraiment en place dans l'entreprise ? Parce que moi, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment d'agilité, on fait des micro-projets en cycle V. Voilà, merci. Je vais commencer à répondre, après Philippe complétera. Au fait, je disais tout à l'heure qu'il y a un programme qui a commencé il y a 3 ans, qui est autour de la sécurité, qu'on faisait d'une manière un peu plus classique du terme. Et le programme Ambition 2020 a commencé il y a 1 an. Il a commencé 1 an, mais à chaque fois, au fait, avant d'avoir terminé toute la stratégie, on lance des POC, donc des Proof of Concept. Nous avons plusieurs équipes qui travaillent en mode agile. Et c'est le fait que ces équipes qui travaillent en mode agile, qui se confrontent à une gouvernance classique, qui nous a fait changer. Je pense que les acteurs, en tout cas de ce que je vois moi au sein de l'entreprise où je travaille, en sont conscients. La conscience est là. Le changement commence à s'opérer. La manière dont on va se projeter de plus en plus, c'est l'accord de certains frameworks. Au
En fait, il faut mettre des cadres pour que les gens puissent agir dans ces cadres-là et prendre plus de place, plus de délégation et agir, mais dans un cadre. Le but de tout ce que je raconte n'est jamais, à aucun moment, de diminuer le niveau de sécurité. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est le garder et l'améliorer. Mais pour que le slogan « la sécurité est l'affaire de tous » ne reste pas un slogan, en fait, il faut mettre des cadres et laisser les gens la liberté d'agir dans ces cadres-là. Et en tout cas, de ce que je vois autour de moi, que c'est en train de bouger. Avec la communauté des RSSI, on est en train de faire pas par pas, c'est jamais idéal, mais en tout cas, on est sur le bon chemin et les choses bougent. Oui, je voudrais rajouter donc de quelque chose. En fait, Qualys, nous avons maintenant 70% des Fortune 50 qui se sont standardisés sur notre plateforme, à peu près 40% des Fortune 1000 et 25% des Forbes Global 2000. On a plus de 10 000 utilisateurs maintenant dans plus d'une centaine de pays. Donc, on est très bien placé pour observer les efforts de la transformation donc, numérique des entreprises. Et ce que je dois dire, c'est que la manière dont Khaled a expliqué les transformations que la Société Générale a prises, en fait, colle parfaitement avec les transformations que l'on voit chez nos clients les plus avancés. Le train est vraiment en train de décoller, ou de partir de la station. Et je crois que ce que Khaled a dit, c'est véritablement pas seulement l'aspect de la technologie, le gros frein, il est fondamentalement dans les mentalités et dans les structures de l'entreprise. Donc ces organisations qu'on a connues, très linéaires, d'où on passait le bâton, comme Khaled l'a dit, en marchant, en suivant ses pas. Et ben nous, on a fait la même chose pour nous. Et ce que l'on a fait, par exemple, on s'est rendu compte que avoir l'engineering qui passe le bâton au QA, qui passe le bâton au customer support et tout ça, dans ce monde où en fait tout est intégré et le code que l'on fabrique est distribué instantanément aux quatre coins de la planète et bientôt de l'univers, nous demandait un changement profond de notre structure d'engineering. Donc à l'heure actuelle, nous avons sous notre Chief Product Officer, Sumed, nous avons l'Ops, DevOps, Engineering, QA, Customer Support, Product Management. Tout ça, c'est un seul groupe. Et on a fait le cloning de ce groupe en Inde, à Pune. Ce qui nous permet de développer du logiciel absolument en continu, jour et nuit, de le distribuer instantanément à travers la planète et de le supporter 24 heures sur 24. Et donc, ces changements d'architecture à l'intérieur de nos sociétés est fondamentale. Et encore, je pense que Khaled a fait une description absolument pertinente des transformations que toutes les sociétés doivent prendre pour accélérer leur transformation numérique. Khaled, merci. Je voudrais montrer ma perception d'une complexité en tant qu'RSSI, la Société Générale, qui est la complexité de votre côté, de l'infrastructure, des milliers de gens qui travaillent pour l'infrastructure, partout aussi dans le retail, dans l'industrie, c'est la même chose. Il y a un printemps de la sécurité qui s'annonce au mois de mai, avec la GDPR, protection de l'information. Il y a des schémas directeurs ambitieux que nous nous donnons pour satisfaire nos clients avec des services plus fluides, plus digitaux, sur la partie de nos ambitions 2020, etc. C'est très court. C'est-à-dire qu'on va demander à nos infrastructures guys, que tu représentes ici, en quelques années, 2 ou 3 ans, de transformer des systèmes que nous avons construits en 40 ans. C'est pareil dans la grande distribution, c'est pareil dans l'industrie. Et aujourd'hui, il est là le challenge. On est conscient que la sécurité doit plus agir comme un policier, mais comme un diététicien du risque pour dire attention, ça c'est toxique, il faut pas le manger. Ça va aller. Ce risque, nous le prendrons ensemble. On grossira pas, ça va aller. Comme tu l'as dit. Mais quelle est ta perception et également à Qualys, parce que il y a des processus qui vont perturber, mais il y a des ajouts de technologies de sécurité, l'IA, etc. Il faut se défendre à la même vitesse que les pirates. Donc, quelle est ta perception sur ces tours de force qui doivent être mis en œuvre, tant dans l'industrie software de la défense, Qualys la représente bien, que dans la mise en œuvre de ces produits et de tous les processus associés, en 3 ans pour reconstruire une banque qui a 40 ans d'informatique?
Ma perception, c'est qu'on n'arrivera pas à changer tout en 3 ans. C'est illusoire, il ne faut pas se mentir. Par contre, ce qui est important, c'est d'impulser et d'y aller à marche forcée. C'est pour ça que je pense qu'il faut revoir toute la chaîne. D'un côté, il faut voir l'architecture d'ensemble et l'urbanisation de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai imagé la création de la plateforme en prenant l'exemple d'AWS, et de la penser dès le départ ouverte, accessible, avec des services qu'on expose. Et de l'autre côté, au quotidien, au jour le jour, dans les nouveaux services qu'on délivre, les architecturer, les penser, les développer, les concevoir, les exposer différemment. Et au milieu, comme tout ce qu'on a su faire auparavant, regarder les pros et cons et faire d'une manière opportuniste. Mais il faut arrêter la baignoire et repenser l'architecture de la maison. Oui, on aura bientôt des discussions autour de comment on circule dans une maison dans un monde ouvert. On a passé des années à fermer, à double clé les appartements, les portes des appartements, à blinder les couloirs, à blinder les fenêtres, ainsi de suite. Est-ce qu'on va continuer demain, dans un monde ouvert de plateformes, à imaginer, concevoir, architecturer des maisons de la même manière? Je ne pense pas. Oui, donc je rajouterais, en fait, ça c'est une question fondamentale, mais on n'a pas le choix, fondamentalement parlant, la technologie bouge très vite. Et donc, si la société ne démarre pas, ne fait pas cette transformation qui commence dans la cervelle des dirigeants. Et donc, comme Khaled l'a dit, d'aller à marche forcée. La concurrence, elle est au coin. Vous regardez une société comme Uber, qu'on peut critiquer sur d'autres aspects, mais qui en fait a totalement révolutionné en quelques années les taxis, en utilisant ces technologies cloud. Donc, si les entreprises ne changent pas, eh bien, elles seront simplement éliminées. C'est les lois de la nature. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies avancent extrêmement vite. Si je vous dis, par exemple, quelques données pour vous dire combien les technologies changent. Nous avons introduit Elasticsearch dans notre back-end. Ça nous a pris 3 personnes seulement. Et 6 mois plus tard, nous avions indexé 30 milliards de données dans nos Elasticsearch clusters. Si on avait fait ça il y a 10 ans, bon, il n'y avait même pas en fait Elasticsearch, on était prisonnier de la base de données Oracle qui ne savait absolument pas gérer ces données. Donc la technologie bouge très vite. Regardez les drones, où est-ce qu'on en est maintenant? C'est absolument sidérant. Mon fils a une voiture Tesla X, je vous assure que conduire sans pilote, c'est fantastique. C'est mieux que de conduire vous-même. On est arrivé à une technologie, donc ça va vraiment très vite. Donc, si on ne prend pas le train, eh bien, ça veut dire que les sociétés, je dirais... Si vous regardez la durée de vie, d'ailleurs, d'une Fortune 50, vous savez qu'elle n'est pas plus de 25 ans. Hein. Ce n'est pas par hasard que l'on meurt. On meurt parce que c'est la seule manière d'évoluer, fondamentalement. Et ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité et l'histoire des systèmes informatiques également. Certains durent plus que d'autres, mais en fait, le changement à l'heure actuelle est absolument nécessaire. Aymeric Sirvent, Société Générale aussi. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc moi, j'ai une question, parce qu'en fait, aujourd'hui... Je me sens comme chez moi, en fait. C'est ça. En fait, tout ce qui est as a service, le problème, c'est que ça demande une hyper-centralisation. Aujourd'hui, un certain nombre de contraintes réglementaires nous imposent potentiellement de garder des données à certains endroits. Et c'est vrai que des fois, les propositions, justement, as a service, fit pas toujours nos besoins. Parce qu'on a besoin d'avoir un contrôle sur la donnée et qu'on a des obligations vis-à-vis de nos clients. Et voilà. Je voudrais répondre avant. Parce que ça revient à ce que j'ai dit avant. Il faut regarder le cloud comme une architecture, non pas comme un moyen de délivrer la solution. Vous pouvez faire à l'heure actuelle du as a service de la manière dont vous voulez, avec les données où vous les voulez, comme vous les voulez, chez vous, etc. Pour vous donner quelques exemples, nous avons notre plateforme entière, qui est toute Dockerized à l'heure actuelle, qui à l'heure actuelle tourne chez Amazon,
qui tourne chez Airbus Cyber de Défense. Donc vous pouvez bâtir ces solutions as a service. Donc en fait, je crois que Khaled le confirmera, quand il parle du as a service, il parle de l'architecture. Il ne parle pas que ça soit sur Amazon, en Chine ou n'importe où. Non, il parle de l'architecture, donc de donner des services, parce que c'est ça qui vous permet de distribuer et de partager ces services grâce à cette architecture cloud qui par nature est multi-tenant, où tous les accès sont user role-based, comme on dit, je suis navré, je n'ai pas les mots français, et donc c'est cette architecture qu'il faut voir. Moi, je vais répondre sur un autre axe, au fait. Je vais répondre parce que la question me fait penser au point 2 de ma présentation, qui était la posture. Nous avions eu, et dans un écosystème, et j'avais des équipes de sécurité chez moi, et j'en ai encore aujourd'hui, nous sommes collectivement très bons à trouver le problème, à trouver la contrainte, et la mettre sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra avancer que de trouver la solution à la contrainte. Et c'est pour ça que je parlais également, pour trouver la solution, on ne sera pas seul. On aura besoin que les acteurs du marché se transforment avec nous. Je vais prendre un parallèle. Je pouvais pas y parler tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, il faut choisir ses batailles. On est limité dans le temps. Mais je sors d'une grosse négociation, je ne parlerai pas de quel acteur, mais pendant un an avec un acteur qui également a des solutions de sécurité, mais ce n'était pas l'objet de la négociation. Et au début de la négociation, surtout quand il y a des acteurs juridiques autour d'un contrat, il y a toujours un axe juridique, on est collectivement très bon de mettre les contraintes. Je pense que si on est convaincu de la finalité, et pourquoi on fait les choses, et du service final qu'on doit offrir, et de l'obligation d'avoir une solution, parce que comme je le disais, à un moment donné, c'est une question de survie sur certains points, si on trouvera la solution. Je ne suis pas un expert, je ne pourrai pas répondre de quelle est la meilleure architecture, la manière de faire, d'exposer tous nos services, mais je pense que collectivement, en mettant autour de la table un nombre fini d'acteurs qui ont les bonnes compétences, qui soient variés, on trouvera la bonne solution. Monsieur Soudani, je ne suis pas de la Société Générale, je suis journaliste au Monde Informatique. J'aimerais savoir si vous êtes très en avance par rapport à vos homologues français ou autres. Il me semble qu'HSBC a un grand projet dans le cloud. Comment vous vous situez par rapport à la moyenne française, européenne des grandes banques? C'est dur comme ça de porter un jugement par rapport au positionnement. Et là, je parlais là de la plateforme et principalement sur les expériences des trois dernières années, c'était orienté aussi ouverture des infrastructures IT. Donc, je ne me positionnerai pas, mais en tout cas, dans les discussions qu'on a avec les acteurs majeurs du cloud, en tout cas du cloud public, nous avons fait de grandes avancées. Je crois que nous avons fait de grandes avancées, mais je n'orientais pas spécialement cloud public dans mon intervention tout à l'heure. Je parlais du cloud de façon générale, et une bonne partie de nos services, étant dans un monde bancaire réglementé, restera pendant longtemps dans un cloud privé. Nous croyons à un monde où un cloud hybride. Ben, je peux vous donner la vue que j'ai, disons, des sociétés. Nous avons 8 des 10 plus grosses banques au monde qui, en fait, ont sélectionné la plateforme Qualys. Et ben, je dois vous dire qu'en fait, la Société Générale est très en avance. Et ça, la manière dont nous le savons, c'est que nous avons, en fait, échangé nos architectures pour se rendre compte, d'ailleurs, que les architectures étaient très semblables. C'est absolument les mêmes briques. Et en fait, c'est l'opportunité, bien sûr, de mettre toutes ces briques ensemble, de telle sorte que vous mettez la sécurité d'une manière transparente. Pour vous donner un autre exemple de comment est-ce que vous mettez la solution donc transparente, nous avons ce que certains de vous connaissent, ce qu'on appelle nos cloud agents, qui sont des agents. Et la particularité de ces agents, c'est qu'en fait, ils se mettent sur les postes de travail ou sur les serveurs ou sur les images virtuelles, etc. Et continuellement, ils amènent les changements dans notre back-end. Donc que ce soit par exemple une nouvelle applicative qui a été downloadée, une register key qui a changé, etc. Donc, on capture toute l'information. Et bien, tenez-vous bien, ces agents, nous les avons intégrés dans Microsoft Azure, de telle sorte qu'un client Azure peut cliquer sur un lien, automatiquement l'agent est provisionné,
Et cet agent va lui donner la vue en continu de sa posture de sécurité et de conformité à travers le Azure Security Center. Totalement intégré, aucune installation à faire, rien du tout. On est en train d'ailleurs de mettre notre plateforme entière, qui d'ailleurs à l'heure actuelle tourne chez Amazon, qui Amazon l'utilise pour sécuriser leur plateforme en fait EC2, on est en train également de la mettre dans Azure. Et Azure a un cloud privé. Ils peuvent vous donner aussi le cloud privé qui est le clone, absolument le clone de leur structure que tout le monde parle du cloud. Donc ces technologies évoluent énormément et c'est pour ça que je faisais le point de dire que avec cette architecture, quand les architectures collent, bien évidemment vous pouvez faire cette intégration d'une manière très transparente. Il est bien certain qu'on ne pouvait pas sécuriser le client-server avec des outils de sécurité des mainframes. Donc il faut avoir cette cohérence dans l'architecture. Dernière question ? Ok, écoutez, très bien, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci.